Salut! Tu t'apprêtes à regarder ma première masterclass, avec un éclairage un peu douteux, qui est dédié à la réussite de l'UE1 du DSCG. Cette masterclass, elle a été demandée par mes élèves, je l'ai donc réalisée pour eux. Bien sûr, ils y ont eu accès bien avant sa publication YouTube et avec du contenu supplémentaire que je ne publierai pas ici. Si toi aussi tu veux réussir ton DSCG, clique sur le premier lien en description et rejoins-nous. L'UE de droit est un des gros morceaux du DSCG. Le livre, il est épais comme ça, on passe du droit des contrats à la fiscalité, le droit de la conso, la dissolution, en passant par le droit pénal, si bien que tu peux être incollable dans un certain domaine et complètement perdu dans l'autre. 4 heures, coefficient 1,5 et tu n'as pas de deuxième chance. Tu te plantes, c'est rendez-vous l'année prochaine. Le pire, c'est que tu peux connaître le cours et te planter quand même. Et quand je dis te planter, je dis pas que tu n'auras que la moitié des points ou un quart. Je te parle de t'as passé 20 minutes sur une question à recracher tout ton cours comme un boulimique et tu as nada, 0 point. Tu as juste perdu du temps, de l'énergie et de la puissance de réflexion, c'est-à-dire la capacité qu'a ton cerveau à se focus sur une tâche pour mobiliser toutes ses compétences et ses connaissances. Tu n'as pas le choix. Le jour J, chaque fois que tu poseras de l'encre sur ta feuille, il faudra que ça te rapporte un point. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Tu as une masse énorme de connaissances à ingurgiter et tu dois être capable de restituer dans cette masse le petit point, la petite ligne de cours qui est attendue sur ta copie. Comment on arrive non seulement à réussir l'épreuve, mais à avoir en plus des points d'avance grâce à elle, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te dévoiler ici et en détail ma méthode complète, expliquée pas à pas pour que tu transformes ce cauchemar d'étudiant en une machine à points. La première partie va t'apprendre tous les secrets pour récolter tes points à coup sûr. La deuxième partie est quant à elle consacrée à ton apprentissage tout au long de l'année. Tu as en description un timecode qui te permet de voyager rapidement d'un chapitre à l'autre. Salut, je m'appelle Nat, je suis diplômé et chef comptable et j'ai décidé de consacrer mon temps, mon énergie et toutes mes connaissances à la réussite des étudiants qui me font confiance. Bienvenue dans cette masterclass. Première partie, l'épreuve. Chapitre 1, le but de l'épreuve. Si l'UE1 du DCG a pour vocation de t'inculquer quelques notions de droit, il n'en est rien concernant cette épreuve de master. Là, on attend de toi que tu te comportes comme un expert comptable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand un client va voir un expert comptable, il attend de lui qu'il le guide, qu'il lui donne une réponse claire sur sa situation particulière. Ainsi, l'expert comptable doit être capable d'analyser un cas particulier, d'aller puiser dans son stock de connaissances celle qui s'applique et de la restituer au client dans un jargon précis qu'il sait ensuite lui expliquer. Et il ne se trompe jamais. En même temps, l'expert comptable est un professionnel du chiffre, pas de la loi. Il peut donc alléger son expertise de quelques données qu'un avocat se devrait d'apporter. Exemple concret? Les articles de loi. Bien qu'il soit primordial de les connaître, en réciter le numéro précis est une plus-value d'apparence qui n'apporte que du prestige à la prestation sans en enrichir le contenu. En clair, même si ça en jette de sortir des articles de tête, ce n'est pas une condition essentielle requise, ni pour un expert, ni pour toi. L'épreuve de droit du DSCG va donc te soumettre à des cas pratiques dont tu devras apporter une réponse contextualisée et expliquée d'une précision
chirurgicale. Mais tu peux faire l'économie de certains éléments. 4 heures pour l'épreuve, c'est peu. Tu n'as pas le temps d'hésiter. S'il te reste du temps, il doit être consacré à la relecture et, le cas échéant, à la reformulation pour améliorer la clarté de tes réponses. Tu l'as compris, ça n'a rien à voir avec le DCG. On rentre dans le sérieux. Le but de l'épreuve est de te mettre dans la peau d'un expert comptable. Donc, de vérifier si tu es capable de comprendre une problématique, d'en extraire les points essentiels sur lesquels te concentrer, d'aller chercher les connaissances associées à ces points essentiels, d'adapter ces connaissances au cas d'espèce et de les écrire de manière claire, précise et rapide. Chapitre 2. L'énoncé. L'énoncé se décompose toujours en 3 parties. Première partie, le contexte. On t'explique que c'est l'histoire d'une entreprise industrielle ou d'un particulier, en plein Paris ou à la montagne. Souvent le nom des personnages est un jeu de mots dont le degré de subtilité varie selon les années. Ça, c'est le moins important. Ça te permet de planter le décor, d'imaginer, de visualiser. Et c'est important, la visualisation. Ça permet à ton cerveau de se concentrer et de rentrer gentiment dans la mise en situation. À ce stade-là, tu dois lire rapidement le contexte pour t'en imprégner sans perdre de temps. Ne plus y revenir ensuite, car ce n'est pas là que les points essentiels se trouvent. Deuxième partie, la situation. Viennent maintenant les données chiffrées, l'action des personnages. En un mot, le contexte se met en mouvement. Il se passe des choses et on te distille quelques informations par-ci par-là. Ce sont ces informations que tu dois extraire de l'énoncé. Souligne-les, surligne-les, entoure, recopie au brouillon. Fais ce qui te correspond le mieux, mais fais ressortir ces points essentiels. Et mieux vaut trop que pas assez. Ta feuille d'examen doit ressortir complètement taguée. On est en plein dans un fusil de Tchekhov. Un principe en théâtre, en film ou en série, qui dit que chaque détail mémorable est nécessaire et irremplaçable. En clair, si tu vois dans l'acte 1 qu'il y a un fusil, il y a de grandes chances pour qu'on s'en serve au cours de la pièce. Pour te prendre un exemple plus récent, si Walter White cache une fiole de ricin dans la saison 4 de Breaking Bad, c'est nécessairement qu'il va l'utiliser à un moment donné, ce qu'il fait dans la saison 5 en empoisonnant Lydia. Donc, sache que chaque détail de l'énoncé est important et qu'ils n'ont pas été placés là par hasard. Ces détails sont des indices pour non seulement t'aider à comprendre quelle partie tu vas mobiliser, mais surtout comment les adapter au cas d'espèce. Cette partie de l'énoncé est de loin la plus importante. Alors, passe du temps sur la situation, passe du temps sur ces indices, des mots-clés qui déterminent quel cours tu dois utiliser et comment tu dois y répondre. Si l'énoncé te dit que Jean achète à un brocanteur un manteau ayant prétendument appartenu à un grand roi, tu dois extraire achète, qui va calibrer ton cerveau sur le droit de vente, brocanteur, qui indique que le vendeur est un professionnel, prétendument, qui souligne l'incertitude sur l'origine du manteau, et grand roi, qui évoque l'importance de cette origine incertaine. À ce stade, si tu en as besoin, tu peux annoter les mots-clés que tu as extraits, des premiers éléments de cours qui te viennent en tête. Ça te fait perdre un peu de temps, mais ça te décharge ta mémoire de travail. Cette mémoire à court terme que ton cerveau utilise pour traiter l'information. Et durant 4 heures, la dernière chose que tu veux, c'est saturer cette mémoire. Troisième partie, la question. Dernier point de calibrage que l'énoncé te fournit. Les questions sont quand même très générales en DSCG, à la différence du DCG, et n'aident que moyennement à orienter les réponses. C'est logique. Dans ta vie professionnelle, ton client viendra te demander
que penses-tu de cette situation? Et non pas, peut-on demander l'annulation de ce contrat en évoquant une erreur excusable? La question est donc plus un garde-fou. Assure-toi que tes explications répondent bien à la question pour éviter le hors-sujet. Pour ça, surligne les mots clés de la question. Maintenant, lis la question avant l'énoncé. De cette manière, tu vas trier les informations dont tu as besoin immédiatement et celles qui peuvent attendre. C'est notamment le cas avec les annexes, qui ne sont pas utiles à toutes les questions d'un dossier. Si tu n'as pas besoin d'aller chercher de l'information, ne va pas la chercher. Trop d'informations va te faire perdre du temps et te perturber dans ta réflexion. Chapitre 3. Formuler sa réponse. Maintenant que l'énoncé est décortiqué et que les mots-clés sont extraits, tu as déjà une solide idée des connaissances que tu vas mobiliser. Peut-être auras-tu envie d'étaler tout ton cours sur le brouillon, mais dans l'UE1, il ne vaut pas mieux trop que pas assez. Ni mieux pas assez que trop d'ailleurs. Il faut la juste mesure du cours. Trop indique que tu n'es pas certain de la réponse et que tu joues le plus de cartouches possible. Au-delà de t'épuiser, mettre un peu de tout indique que tu ne maîtrises rien. Tes réponses sont des frappes de sniper, pas une salve de mitraillette. Alors pour bien choisir ta balle, c'est-à-dire la réponse que tu vas formuler, voici les étapes à suivre. 1. Pose au brouillon tes premières idées de cours, si tu n'as pas déjà annoté l'énoncé. Et relie-les entre elles. Le chemin vers la réponse à la question doit être fluide et logique. Si tu dois tordre les mots-clés ou en omettre pour arranger ton hypothèse, c'est sûrement que tu fais fausse route. Tu vas des mots-clés à l'hypothèse et non l'inverse. 2. Sois impartial. Mets de côté tes émotions personnelles et considère la question du point de vue d'un juge impartial. Applique la loi de manière objective en te basant uniquement sur les faits et le cours. C'est très important, notamment pour les affaires de droit pénal. Par exemple, la Cour de cassation a jugé une affaire de légitime défense où une femme se fait injurier par un homme qui s'apprête à saisir quelque chose de sa poche. La femme a peur et gaze l'homme. Elle est poursuivie pour ça. Dans ces circonstances, et compte tenu qu'il est facile de se mettre à la place de la femme, apeurée et physiquement plus faible, et d'imaginer toutes les horreurs qui pourraient se passer si l'homme sortait une arme, car on suppose facilement qu'il ne va pas aller se chercher des mentos dans sa poche à ce moment-là, on aura tous tendance à se rallier du côté de la femme et à justifier la légitime défense, parce qu'après tout, elle n'a rien demandé. Et les agressions sont dramatiques et devenues malheureusement trop courantes dans la presse et les réseaux sociaux. Oui, mais là, il n'y a zéro notion de droit dans ce discours, que de l'empathie qui nous pousse à nous ranger du plus faible. Or, l'état de faiblesse n'est pas une caractéristique de la légitime défense. Et dans cette histoire, quoi que l'on puisse en penser, les faits sont que l'homme n'a pas eu le temps de sortir quelque chose de sa poche et ne l'a donc pas physiquement agressé. Peut-être n'a-t-il pas eu le temps de l'agresser, mais nous n'en savons rien et la loi repose sur des faits. Le doute, lui, profite toujours à l'accusé. En mettant de côté tes émotions et en restant impartial, tu ne peux que constater que la fille n'a techniquement pas riposté à une agression, mais bien agressé elle-même, ce qui l'exclut du schéma de la légitime défense. 3. Justifie ta réponse. Elle doit être logique et étayée par des arguments solides. Si tu as du mal à justifier ta réponse, notamment à cause des mots-clés, c'est très certainement qu'elle est fausse. 4. Envisage des alternatives. Formule ta conclusion au brouillon. Vérifie la cohérence de tes propos
et passe en revue des situations alternatives qui iraient à l'encontre de cette dernière. Enfin, teste ta réponse en te demandant pourquoi la loi est faite comme ça. Cette étape te permet de vérifier la solidité de ton raisonnement et d'éliminer les erreurs potentielles. En faisant ça, tu utilises les principes de la falsifiabilité, issus des travaux de Karl Popper. En gros, il a dit qu'une bonne hypothèse scientifique doit être falsifiable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir chercher à prouver qu'elle est fausse. Dit autrement, et puisque le droit est en quelque sorte la science de la loi, si tu essayes par tous les moyens de prouver que ta réponse est fausse, mais que tu n'y arrives pas, c'est qu'elle est probablement vraie. Bref, c'est la base même de l'esprit critique. 5. Rédige ta réponse efficacement. Si tu passes toutes ces barrières, tu as de grandes chances d'avoir la bonne réponse. Bien sûr, c'est beaucoup plus dur d'avoir du recul sur ta propre copie, d'autant plus qu'en examen, tu seras tout seul. Mais de toute façon, tu n'as pas le choix, personne ne sera là pour toi. Sur ta copie, commence par définir les termes les plus importants, puis applique le cours à la situation en reprenant les éléments de ton hypothèse validée et de ta conclusion. Va à l'essentiel mais sans rien omettre. En suivant ces étapes méthodiques et en adoptant une approche réfléchie lors de l'examen, tu augmenteras tes chances de répondre correctement aux questions de droit et de réussir l'UE1 du DSCG avec brio. Chapitre 4. La gestion du temps et des questions. T'es peut-être en train de te dire qu'avec toutes ces étapes à chaque question, t'auras fini l'épreuve aux alentours de 20h30. Alors d'abord, cette méthodologie ne te prendra pas beaucoup plus de temps que celui d'une réflexion classique. C'est juste que tu décomposes et organises tes réflexions pour en déduire la solution. Ensuite, si tu es vraiment en confiance, peut-être pour une question de cours pur par exemple, tu peux répondre directement, mais tu n'as aucun garde-fou. Et attention au biais de surconfiance. Ce biais, démontré par une étude américaine sur les taxis de New York, où la grande majorité des taxis déclarent être plus compétents que la moyenne de leurs confrères. Ce qui est statistiquement impossible. Et si tu as peur de perdre du temps à tester ton hypothèse, pense à celui perdu à répondre faux à une question parce que tu es allé trop vite. Néanmoins, il faut que tu sois efficace. Tu ne pourras répondre à toutes les questions que si tu as une connaissance parfaite de ton cours. Il est impossible de répondre correctement à une question de l'UE1 sans base juridique. Si tu ne connais pas ton cours, tu n'auras pas de points. Tu dois donc prioriser les questions dont tu te sais solide sur le cours. L'épreuve n'impose pas de répondre dans l'ordre. Tu peux donc, et tu dois, faire un classement des dossiers dans ton ordre de facilité. Commence par aller chercher les points là où tu es en confiance. L'épreuve est stressante, elle va te sécher intellectuellement et en sortant, tu n'auras envie que d'une bière, d'un McFlurry topping M&M's ou d'un combo Played into Netflix. Alors ne fais pas l'erreur de traiter les questions les plus dures en premier. Si tu sais pas, tu sais pas. Commencer par le plus dur va juste t'épuiser à aller chercher de la connaissance que tu n'as pas, qui ne t'apportera pas de points. Si bien que lorsque, complètement sec après 3 heures, tu t'attaqueras à tes questions favorites, tes chances d'y répondre correctement auront diminué de moitié. C'est le principe du rendement décroissant. Maximise tes chances de réussite quand ton rendement est le meilleur. Sois certain de ton choix, car il n'y a rien de pire que de commencer un dossier, une question, et de l'abandonner en cours de route. Tu perds de l'énergie, de la puissance de réflexion, du temps de confiance en toi. Et en plus, tu rages contre toi-même et t'as sali ta copie. Prends le temps de classer tes questions, car quand tu en commences une,
c'est pour la finir. Est-ce que ça veut dire que tu dois laisser des questions de côté? Dans un monde pur et parfait, non, car tu es censé connaître tout ton cours. Mais encore une fois, si tu sais pas, tu sais pas. Le meilleur scénario est celui où ton classement est parfait, si bien que tu as expédié en 1h30, 2h, toutes les questions qui étaient faciles. À cette étape, c'est le moment de recharger tes batteries, 3 à 5 minutes, en mangeant ton Kinder Bueno accompagné de ton Candy Up, tout en admirant ta feuille. Plein de confiance, tu peux te retrousser les manches et t'attaquer au boss final, les questions les plus dures. Chapitre 5. Les 10 minutes restantes. Tu es arrivé presque au bout de l'épreuve et il ne te reste que 10 minutes. Disons-le franchement, il y a très peu de chances que ce temps restant te rapporte beaucoup de points. Normalement, tout s'est déjà joué sur les questions précédentes. L'UE se fait en double correction. Ta copie est envoyée vers 2 profs qui corrigent chacun de leur côté selon le barème, puis s'appellent pour faire matcher leurs notes. Normalement, c'est une correction impartiale dont la note ne peut être altérée par la qualité esthétique ou rédactionnelle de la copie. Autrement dit, une copie bourrée de fautes et de ratures ne se verra pas pénalisée. Enfin, pas en théorie. Une étude de la Princeton University a démontré un biais de compétences lié aux vêtements. En gros, les chercheurs ont soumis aux participants des photos de personnes plus ou moins bien habillées et les résultats sont sans appel. Les personnes les mieux habillées sont immédiatement jugées comme plus compétentes. En un mot, l'habit fait le moine et ça marche même si on est au courant de ce biais. Donc, c'est pas dit que tu obtiennes ton diplôme sur la forme juste parce que tu as une belle écriture. Mais à une épreuve par an, ça vaut le coup de mettre toutes les chances de ton côté en utilisant les 10 dernières minutes à relire et soigner ta copie. Et ne crois pas que tout est déjà bien écrit et orthographié. Sur 4 heures à gratter, il y a forcément une lettre, un S ou même un mot en entier qui est passé à la trappe. Et si t'as la flemme, t'as trimé une année d'apprentissage et 4 heures d'épreuve. Est-ce que t'es vraiment à 10 minutes près? Et enfin, mais non des moindres, relire à froid ta copie est souvent l'occasion de rajouter cette petite phrase, cette nuance, ou au contraire cette affirmation, qui pourrait bien te valider un point. Encore une fois, plutôt que de suer à gagner un point sur une question difficile, assure-les sur une question facile. Chapitre bonus, les tips. La première chose à faire quand tu es face à ta feuille, c'est d'écrire toutes tes références. Prénom, nom, date, libellé de l'épreuve, référence de l'épreuve, etc. Fais-le avant que le chrono ne commence pour le faire sur du temps gratuit. Tu peux même demander 1 ou 2 feuilles d'avance et les remplir. Attention, n'oublie pas les numéros de page. Concernant ces derniers, tu as mieux fait d'indiquer le numérateur, donc le chiffre de la page, et de laisser le dénumérateur vide, le chiffre du total de pages. Parce que tu sais jamais à l'avance de combien de pages tu pourrais avoir besoin. Si tu demandes d'autres copies pendant l'examen, ne perds pas de temps à remplir les en-têtes. Ça, fais-le à la fin du chrono. C'est pas très autorisé de remplir même les en-têtes après la fin de l'épreuve. Mais est-ce qu'on va vraiment refuser ta copie parce que tu as marqué ton prénom en retard? Et au pire, tu peux feinter la panique en disant que tu as oublié, qu'a repris dans l'examen, etc. avec ton meilleur ton mélodrame. La pause toilette maintenant. Ça permet de faire un break. Mais déjà, aller aux toilettes sous garde surveillée, c'est jamais vraiment sexy. Et ça va sortir ton cerveau du conditionnement de l'épreuve dont il s'est mis. Tu as mieux fait de prendre tes dispositions avant et de faire un break dans la salle devant ta copie pour ne pas déconnecter totalement. Pense à ton vieil ordi.
Si tu l'éteins le temps d'une pause, il va mettre plus longtemps à redémarrer après et tu vas devoir relancer toutes les applications. Alors qu'une sortie de veille, c'est plus rapide et tu peux reprendre ton travail là où tu l'as laissé. Le choix des stylos. C'est comme les voitures dans Mario Kart. On a tous notre stylo préféré. Je te déconseille surtout les stylos billes à encre gel, ceux qui s'effacent par friction. En fait, c'est la chaleur qui décolle l'encre, et la chaleur, ça passe d'une feuille à l'autre. Autrement dit, si tu fais pas attention, tu risques de gommer le verso et le recto de ta feuille en même temps. Et je pense que tu as autre chose à faire que de réécrire ta prose d'il y a 15 minutes à cause d'un coup de chaud sur ta feuille. Moi en tout cas, je préconise le bon vieux stylo bic noir ou bleu, selon l'humeur du jour, avec une souris correcteur. Parce que le pinceau, c'est rigolo à faire, mais il faut attendre que ça sèche. Deuxième partie, l'apprentissage. Chapitre 6, présentation de la méthode. Nous avons vu dans la première partie, tu ne peux réussir l'épreuve qu'en ayant une connaissance précise et complète du droit. On s'attaque donc maintenant à la méthodologie d'apprentissage et de préparation à l'épreuve. Par apprentissage, je ne parle pas seulement du cours, mais aussi des exercices. Nous avons vu la méthodologie à adopter pour le jour de l'épreuve, mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Et il ne faut pas perdre de vue que le but n'est pas que tu deviennes un livre de droit ambulant, mais que tu saches répondre à des questions. Ainsi, selon la loi de Pareto, 80% de ta réussite vient des exercices et seulement 20% du cours. Comment alors allier connaissance parfaite du cours et pratique intensive des exercices? Une seule solution: apprendre le cours à travers les cas pratiques. Mais d'abord, d'où vient cette méthode? Elle est basée sur 3 piliers. L'approche pratique, de l'exercice à la théorie. La méthode de la répétition espacée, utilisée dans les flashcards. Et la méthode de Feynman, celle qui dit qu'il faut être capable d'expliquer un concept pour le comprendre. Abordons maintenant, étape par étape, ton processus d'apprentissage. Chapitre 7. Se mouiller la nuque avant de plonger. Commence par choisir un cours qui te parle le plus, qui tombe le plus souvent, ou le plus gros, ou celui qui est en lien avec les autres UE. Qu'importe. Tu peux le faire par ordre chronologique d'ailleurs. Et les cours que je te fournis, ils sont dans un ordre qui n'a pas été défini par hasard, tu te doutes. Tu vas d'abord t'en imprégner. Pas l'apprendre, mais te familiariser avec. Lis-le, écoute-le, regarde-le. Sur ma plateforme, tu as les 3 choix. Ça va te prendre quelques dizaines de minutes tout au plus, mais fais-le en restant concentré. Tu peux prendre de petites notes à côté pour forcer ton cerveau à suivre la cadence, par exemple. Mais il faut que tu te concentres sur l'histoire que raconte ce cours. Visualise les exemples, imagine des situations. Le cours parle de la donation? Ok. Visualise-toi, chef d'entreprise, en train de céder ta société à ton enfant. Ta lecture terminée, tu as une idée générale de ce dont tu vas aborder. Et tu as même déjà retenu quelques éléments. Mais attention, c'est là que beaucoup de gens font l'erreur de persister dans la théorie. Ils réécrivent le cours pour avoir leur propre version et se font même des fiches récap. En gros, ils perdent du temps à faire un cours qu'ils ont déjà, leur donnant l'illusion qu'ils avancent dans leur révision, alors qu'en réalité, il est déjà temps de se plonger dans les exercices. Chapitre 8. Les exercices. Les plus faciles sont ceux du Duno. Les plus difficiles sont ceux des carrés, des CG ou des fiches courroies. Tu vas évidemment commencer par les plus faciles. Prends le premier exercice que tu as et lis l'énoncé, comme si tu étais en examen. C'est-à-dire en mettant en évidence des mots-clés que l'on a vus dans le chapitre 2. Et puis formule ta réponse. Et
Essaye pour ça de te rappeler du cours, mais si rien ne vient, tu peux le consulter. Tu n'es pas censé déjà le connaître. Peut-être que même avec le cours, tu ne sauras pas quoi répondre. Dans ce cas, l'exercice aborde peut-être un point si précis qu'il n'est pas abordé. Ça peut arriver. Mais c'est pas grave. Tu n'es qu'au début de l'apprentissage. Pas besoin d'une grande prose. Réponds en prise de notes, ça suffit. Mais profites-en quand même pour écrire ou réécrire les définitions. Chaque fois que tu parles de quelque chose, donne-en la définition. Tu vas comme ça l'apprendre en même temps que tu la mets dans le contexte. C'est plus utile d'apprendre en pratiquant qu'en faisant du par cœur devant son cahier. D'ailleurs, ne fais jamais de par cœur. Tu dois comprendre l'univers du droit, comment il résonne, comment il fonctionne. Une fois ta réponse formulée, prends avec toi la correction pour l'étudier scrupuleusement. Chapitre 9. La correction. La correction représente ni plus ni moins que ce qu'il faut faire, ce qui est attendu de toi. Ton objectif à atteindre. Donc, il va falloir étudier cette dernière aussi bien en termes de contenu, de connaissances, qu'en termes de rédaction. Alors décortique la correction, surligne, souligne, annote, c'est encore plus important que l'énoncé. Il n'y a pas plus important qu'une correction. Et de la correction, tu extrais le cours, tu comprends comment la théorie fonctionne. Les travaux de Feynman démontrent que tu ne peux apprendre une chose que quand tu en comprends le fonctionnement. En étudiant la correction, plutôt que le cours directement, tu viens donc d'enrichir tes connaissances théoriques et pratiques à la fois. En un mot, le cours permet d'aborder la correction, mais la correction permet d'apprendre le cours. Tout le monde te dira l'important c'est de faire des exercices. Non, l'important c'est surtout de comprendre les corrections de ces exercices. Et même pour la gestion de l'effort, il est moins épuisant de faire un exercice sans forcer, puis de passer du temps sur la correction, plutôt que de t'arracher les cheveux sur l'exercice pour passer 2 minutes sur la correction en envoyant tout en l'air parce que tu as répondu faux. C'est pas important de faire juste. Au contraire, l'apprentissage vient par l'erreur. Les études en psychologie et en neurosciences montrent que quand tu fais une erreur, ton cerveau réagit immédiatement pour t'alerter de celle-ci. Il t'envoie une réponse appelée Error Related Negativity, ERN. Ça permet à ton attention de se concentrer sur la correction de l'erreur et d'ajuster ton comportement pour l'éviter à l'avenir. En clair, quand tu fais une erreur, tu t'améliores. Retiens bien ça, ça va te servir aussi bien pour ton estime et que ta confiance en toi. Les études de DSCG sont dures psychologiquement. Donc, maintenant, à chaque fois que tu rates un exercice, dis-toi bien que grâce à cette erreur, tu as progressé. Chapitre 10. La méthode de Feynman. Richard Feynman, c'était un physicien. Il a mis au point une technique d'apprentissage qui passe par l'explication claire et accessible. En résumé, si tu sais expliquer un concept à quelqu'un, c'est que tu l'as parfaitement appris. Alors maintenant que tu as étudié la correction, essaye de l'expliquer à quelqu'un. Le mieux, c'est un étudiant ou une étudiante qui prépare en même temps que toi l'UE1. Parce que vous allez vous poser réciproquement des questions pour enrichir encore plus vos connaissances et votre réflexion. Mais si tu n'as personne avec toi, explique-le toi-même, à voix haute. Le fait de parler à voix haute engage plus de sens que de parler dans sa tête. Ça engage l'audition et l'élocution, ce qui améliore ta mémoire. On appelle ça l'effet de production. L'action de prononcer des mots aide à créer des liens plus forts dans le cerveau, ce qui facilite ta mémorisation à long terme. En plus, en récitant à voix haute, tu es moins susceptible de te distraire par des pensées parasites parce que tu es activement engagé dans la tâche.
Ça aide à maintenir une meilleure concentration et rend l'apprentissage plus efficace. C'est donc de cette manière que tu vas apprendre efficacement le droit, en focalisant précisément les notions du cours qui sont reprises dans les exercices, ce qui va trier une partie des éléments superflus qui ne font partie d'aucune application concrète. En baignant dans la pratique au travers les cas pratiques et les corrections qui sont ce qui est attendu de toi le jour de l'examen, et en apprenant le cours par l'explication du fonctionnement du droit. Tu l'as compris, il te faut un maximum d'exercices. Tu peux prendre ceux du Duno, puis les Fouché, puis les carrés des SCG. C'est pas grave si t'as pas les dernières versions, car tu sais qu'avec ma plateforme, tu bénéficies de mon expertise en cas de doute sur une correction. C'est-à-dire que tu peux t'assurer avec moi que la correction est toujours à jour. Par contre, tu vas avoir énormément d'exercices et de corrections. Et pour consolider ton apprentissage, il est primordial de parfaitement les organiser. Chapitre 11. L'organisation, la mémoire et la méthode de la répétition espacée. Apprendre, c'est ancrer un concept dans ta mémoire à long terme. C'est pour ça qu'on n'apprend pas tout ce qu'on lit, parce que tout n'est pas stocké dans cette mémoire à long terme. Pourtant, il va falloir que tout ton cours de droit le soit. Pour ça, utilise la méthode de la répétition espacée. C'est une technique d'apprentissage qui vise à te faire réviser l'information à des intervalles de temps croissants. Elle repose sur le principe que l'oubli suit une courbe naturelle qu'on appelle la courbe d'Ebbinghaus, et que des rappels fréquents et espacés permettent de consolider les informations dans ta mémoire à long terme. En clair, il va falloir que tu révises tes corrections, que tu y reviennes plus tard pour rafraîchir ou réapprendre le cours dont elles sont extraites. Mais tu vas pas faire ça n'importe comment. Tu vas te focaliser en premier lieu sur ce qui n'est pas acquis et laisser à plus tard ce que tu as déjà compris. En clair, si tu as du mal avec un cours, il va falloir que tu y reviennes 3 fois. Mais si c'est facile pour toi, tu vas y revenir qu'une seule fois. C'est là que l'organisation est primordiale. Tu dois classer toutes tes corrections, tes exercices et ton cours. Rappelons que ton cours, c'est en fait le cours que tu as déjà dans ton Duno, avec ton école ou avec moi si tu fais partie de la formation. Ce cours, tu dois l'enrichir, l'annoter, l'améliorer à ta sauce au fil des exercices et des corrections. Bien qu'il ne soit pas de toi, tu dois te l'approprier à mesure que tu avances dans les exercices. Pense au manuel de potions dans Harry Potter. Le vieux manuel qu'Harry trouve dans un placard et qui est rempli de gribouillis du prince de sang mêlé. Ça, c'est de l'appropriation de cours. Ne pas le recopier bêtement, mais prendre ce qui existe déjà pour le modéliser à sa manière. Ton cours aussi doit être souligné, surligné et annoté. Fais des dossiers par cours ou par thème de cours si tu préfères. Par exemple, dans ma formation, les cours de 1 à 12 font partie du thème le droit des contrats. Un dossier doit réunir le cours, les exercices et les corrections. Par la suite, tu vas y rajouter les annales. Ça viendra après. Chaque exercice et sa correction doit être placé dans un sous-dossier selon ton niveau de maîtrise. Compris, à consolider, pas très bien compris. Ces sous-dossiers déterminent la fréquence avec laquelle tu vas devoir refaire les exercices. À chaque fois, en ne tenant pas, ou du moins le moins possible, du cours. Ce qui est compris, tu vas le faire le moins souvent, une fois par mois par exemple. Ce qui est à consolider, une fois par semaine. Et ce qui n'est pas très bien compris, tu vas le remettre au lendemain, ou bien 2 jours après. Évidemment, ces dates-là, c'est juste pour l'exemple. À toi de voir ce qu'il est possible de faire en fonction de ton emploi du temps et du temps restant avant l'examen. Mais en clair, tu focalises ton énergie sur les compétences que tu n'as pas encore acquises. Mais tu n'oublies pas de reprendre ce que tu savais déjà pour consolider ta mémoire à long terme. Une variante de cette technique
que personnellement j'aimais faire est de toujours finir ces sessions de travail par un exercice que tu maîtrises. De cette manière, tu n'as pas vraiment l'impression de travailler parce que c'est facile pour toi. Et même si tu es déjà sec parce que tu as 1 heure, 2 heures ou 3 heures de travail derrière toi, le fait de faire un exercice qui est facile fait que tu vas quand même pouvoir le réaliser. Et puis comme notre cerveau a tendance à retenir majoritairement la première et la dernière impression de toute expérience, finir sur une note légère d'un exercice que tu es quasiment certain de réussir booste ta confiance en tes capacités. En clair, c'est comme si tu courais un marathon et que tu finissais par 10 minutes de marche dans un parc. T'as plus l'impression de faire un effort, mais c'est quand même bénéfique pour ta santé. Évidemment, à un moment, tu vas arriver à des exercices que tu maîtrises totalement et dont le cours sera parfaitement appris. Mission accomplie, tu peux ranger ces exercices dans un sous-dossier maîtrisé sans que tu n'aies besoin d'y revenir plus tard. Seulement, puisque tu dois faire et refaire les mêmes exercices, ne risques-tu pas juste de les connaître par cœur et de les réussir non pas parce que tu maîtrises le cours, mais juste parce que tu as une bonne mémoire? Alors déjà, vu la quantité de cours et tous les exercices qui s'y rapportent, et que tu peux trouver avec les différents éditeurs, le temps que tu fasses les derniers exercices, je te garantis que tu auras oublié le premier. Deuxièmement, si tu es capable de refaire parfaitement l'exercice identique à la correction, par cœur ou pas, félicitations, tu connais le cours. Donc, aucune crainte là-dessus. Les exercices peuvent bien et doivent être faits plusieurs fois. Chapitre 11. Les flashcards. Sur le même principe de répétition espacée, les flashcards sont un excellent moyen de réviser ces notions et de faire le tri entre ce qui n'est plus à travailler, ce qui reste à consolider, ce qui n'est pas acquis. Attention, ce n'est pas une bonne méthode d'apprentissage, car sans contexte, tu risquerais vite de faire du par cœur. Alors, si tu as été rigoureux tout au long de l'année et que tu maîtrises les exercices et les annales, tu peux prendre le temps de faire des flashcards pour tes ultimes révisions. D'ailleurs, c'est peut-être une idée de contenu. Si tu souhaites que je prépare moi-même ces flashcards pour toi, exprime-toi en commentaire. Chapitre 12. Les annales. Évidemment, il est inconcevable de préparer l'UE1 sans faire d'annales. Ça reste et ça restera le meilleur des entraînements. Encore faut-il bien le faire. L'annale n'est pas un exercice classique, c'est une mise en situation, un examen blanc. Alors aborde-la comme telle. Pas de cours, pas de distraction et un temps limité. Dans un endroit calme avec copie, brouillon et stylo. L'intérêt va bien au-delà de tester tes connaissances. Il s'agit de te préparer au stress de l'exercice, sans aide et avec un temps imparti. Ce n'est que dans ces conditions que tu vas apprendre à gérer ton temps, ton effort et ton stress. Et ça, c'est propre à chacun. Alors ne fais des annales qu'en conditions et après avoir bien révisé le cours et les corrections. Une annale, ça doit être pour tester tes connaissances en conditions réelles. Maintenant, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est d'attendre les révisions pour faire une annale. Pourquoi faire? La raison principale serait que tu dois d'abord connaître tout le programme, puisqu'une annale balaye potentiellement tous les thèmes. Mais rien ne t'empêche de décomposer chaque annale et d'en reconstruire une spécifique au thème que tu as travaillé. En clair, tu fais ton Frankenstein, tu découpes toutes les annales, tu les classes par thème, puis tu fais ta propre annale sur un ou quelques thèmes que tu as déjà travaillé. Évidemment, tu fais ça en te spoilant le moins possible. Encore mieux, tu peux le faire bien à l'avance. Comme ça, tu as le temps d'oublier de quoi va traiter exactement ton annale. T'es pas non plus obligé de faire une annale en 4 heures. Le seul truc, c'est de bien te donner un temps imparti. Et pour savoir combien de temps te donner,
il te suffit de prendre le barème. Si le dossier que tu veux traiter rapporte 5 points sur 20, tu sais que tu dois y consacrer 5/20 de 4 heures, donc 1 heure. Si tu veux encore plus te challenger, tu peux aussi appliquer un malus de temps. Par exemple, au lieu d'1 heure, ne t'accorder que 3/4 d'heure. Ça, pour compenser le fait que même en te mettant en condition, tu ne seras jamais autant stressé que le jour de l'examen. Et aussi, que tu vas traiter l'anal à 100% de tes capacités, là où en examen, tu seras de plus en plus épuisé intellectuellement à mesure que les heures avancent. Ton anal traité, regarde la correction et applique exactement la même méthode que pour les corrections d'exercice, incluant le fait de la ranger dans un de tes dossiers en fonction de ton degré de maîtrise. L'ultime révision, ça reste quand même de faire une anale complète. Donc c'est bien que tu t'en laisses 2 ou 3 de côté juste pour la dernière ligne droite. Et attention aux corrections, avec le temps, elles ne sont plus à jour. Donc en cas de doute, confirme bien avec ton cours. Tu sais aussi que dans ma formation, tu as la possibilité de me soumettre tes corrections pour vérification. L'UE1 est un marathon, une discipline de longue haleine qui nécessite une grande préparation avec un sprint final. Ça demande du travail, de la rigueur et de la discipline. Je te souhaite de tout cœur de réussir cette épreuve et je suis à ta disposition pour t'aider. Alors, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucun contenu sur la réussite de tes examens.